Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of de votre JT Immobilier. On regarde tout de suite ensemble les meilleurs moments de la semaine. Et pour commencer ce journal, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Vincent Destruau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'agence Land Océan et également président adjoint de la FNAIM. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Alors justement, on va en profiter pour faire un petit peu connaissance. Alors, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Écoutez, je suis agent immobilier depuis 1986 et j'ai succédé à ma maman qui avait ouvert l'agence en 1968. Donc c'est une vieille entreprise des Landes. Et donc j'ai essayé, à travers diverses activités, de mettre au goût du jour avec les nouvelles technologies. Donc c'est une création familiale un petit peu. C'est une création familiale. Et j'étais pas destiné, puisque j'étais joueur de rugby, et je voulais pas entendre parler de l'agence. Et puis à un moment donné, je me suis dit finalement, c'est un beau métier. Comment c'est venu ça justement? Il y a eu quelque chose de particulier ou... Écoutez, j'étais un joueur de rugby, je jouais en national, et j'ai eu un incident de parcours, j'ai été blessé. Et hélas, je n'ai pas pu continuer, donc il a fallu que je me mette au travail. Et donc ma maman m'a ouvert les portes de l'agence. Et alors, quelle est la spécificité de cette agence, justement? Alors, cette agence a 3 activités, la transaction, la gérance locative à l'année et la location vacances. Et c'est vrai que j'ai pour la location vacances une véritable passion. C'est vraiment un métier qui m'intéresse parce que justement, on peut bien le combiner avec les nouvelles technologies. Et puis, vendre des vacances, c'est vendre du bonheur, du rêve. Et quand je suis de l'autre côté de la barrière, j'attends beaucoup de mes vacances. Et donc, je pense que mes clients, quand ils contractent avec moi, ils attendent beaucoup de moi. Et mon devoir, c'est de ne pas les décevoir. Donc ça, c'est le cœur vraiment là, de votre agence. Voilà. La moitié de mon chiffre d'affaires est fait avec la location vacances. Mais c'est vrai que pour cette activité, j'ai un amour particulier. Voir ces familles arriver avec les enfants, avec joyeux, quand ils partent, quand leurs vacances ont été réussies, et c'est très souvent le cas, il y a toujours un petit peu d'émotion. Donc il y a une vraie relation, finalement avec vous. Voilà, une vraie proximité, un vrai engagement, et puis ils reviennent régulièrement, puisque j'ai 20% de mes clients qui reviennent d'une année sur l'autre. C'est quand même, dans les métiers de l'immobilier, une démocratisation de la relation, si vous voulez. Voilà comment je pourrais les définir. Et bien justement, je vous propose de voir un petit peu de rêve et de faire une petite visite guidée de tous les biens que vous proposez donc en location. On se retrouve juste après le reportage? Bien sûr. Allez, on regarde. De longues plages de sable fin, des forêts de pins à n'en plus finir. Bienvenue dans les Landes et plus particulièrement à Moliette. C'est dans ce petit village de 1000 habitants que l'on peut trouver l'agence Land Océan. Adhérente de la FNAIM, cette agence propose toutes sortes de services comme l'achat ou la location d'une résidence principale. Mais l'agence est spécialisée dans un autre domaine, la location de villas pour les vacances. Il faut dire que ce n'est pas ce qui manque dans la région. Une région qui peut compter sur une grande diversité de paysages. Pourtant, la tempête de 2009 avait ravagé la forêt landaise. Et voilà, depuis cette catastrophe, les Landes se reconstruisent et attirent toujours plus de touristes. Dans le calme des forêts de pins ou au bord des plages animées de l'océan Atlantique, les offres sont nombreuses pour passer des vacances en famille. Alors on vient de voir ensemble le reportage. Vincent, quels sont les plus de votre agence que vous avez par rapport aux autres ou... Alors, les plus, alors par rapport aux autres, j'espère que tout le monde fait comme ça, parce que s'ils ne le font pas, je ne sais pas bien. Je pense qu'il faut être très vigilant au départ dans la sélection du produit. Alors je m'entends, on ne peut pas avoir que des produits de luxe, des villas avec piscine, mais il faut que dans une location, en fonction du confort de la location, le client qui vient, quels que soient ses moyens dans la location, il y trouve ce qu'il attend. Et notamment en premier lieu, la propreté. Ça, c'est la propreté, l'équipement et surtout, vous allez sourire, mais le confort de la literie. Parce que pour pourrir un séjour, dormir sur des lits inconfortables en vacances, ça vous met une ambiance pas très bonne avec le professionnel. Oui, c'est presque du détail, mais qui c'est du détail, mais c'est très important. Alors, après, lorsque l'on a sélectionné ce produit, parce que le but, c'est de ne pas avoir beaucoup de produits, si derrière on ne peut pas les louer, si on a des problèmes, c'est donc qu'il faut les sélectionner. Après, il faut le mettre en avant, ce produit. Alors bien évidemment, on a un formidable outil, c'est Internet.
Et quand le professionnel s'est apprivoisé l'outil Internet, c'est une mine, hein, c'est la source du succès. Et donc, j'ai créé mon portail, hein, moliettesimo.com. Et alors, j'ai une particulière, je suis un inconditionnel du référencement Google AdWords. Hein. J'ai décidé un jour que je ne faisais plus de publications sur le papier, que je payais plus des publicités sur des... Je maîtrisais ma communication avec Google AdWords. Voilà. Donc le but, c'est en fonction des gens qui veulent venir en vacances chez moi, qu'avec les mots-clés, ils tombent sur l'agence Land Océan en première page. Et après, ils peuvent consulter toutes les annonces de location en ligne. Vous avez un... Ils arrivent donc sur mon site, mais ça va plus loin. C'est que j'ai poussé le vice, si vous me permettez, à référencer l'offre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand je me rends compte qu'un produit n'est pas bien loué, j'extrais l'adresse IP de mon site et je mets en avant le produit. Alors le propriétaire me dit « Monsieur Destruo, vous n'avez pas loué mon bien. » « Oui, monsieur, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Regardez, je l'ai sorti, je l'ai remonté. Donc si je ne loue pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou c'est trop cher, ou on s'est trompé dans l'approche de la façon de le vendre. Donc il faut trouver une solution. » Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louer toujours les mêmes biens et de faire voilà, exactement. De tous les Alors ça, c'est une idée novatrice et pas beaucoup de monde le fait. Et vraiment, je ne veux pas la garder pour moi. Hein. J'incite tout le monde à le faire parce que c'est dans l'intérêt de la profession. Et puis surtout, c'est dans l'intérêt de nos clients. Hein. Quand ils veulent voir une offre, il faut qu'elle soit mise en avant, qu'elle soit bien décrite, bien photographiée, qu'il y ait un petit film d'animation. Oui, c'est de l'information aux clients. Et puis qu'elle soit surtout respectueuse de la vérité. S'il y a une nationale qui passe à 50 mètres, il faut dire il y a une nationale qui passe à 50 mètres. Vous imaginez, vous arrivez en vacances, la maison est superbe, vous avez l'autoroute devant la porte. Donc la clé d'une location réussie, c'est un peu la transparence. C'est une transparence totale, un descriptif détaillé, une offre renseignée, les services bien détaillés, ce qu'ils vont trouver dans l'agence, avec notamment le linge, le frigo garni, puisque lorsqu'on me le demande, je fais les courses pour la ménagère. Ça aussi, c'est du service. Voilà, ça c'est du service. S'ils veulent les green fees pour la semaine sur le golf de Moliettes, ils ont les green fees sur la table. S'ils veulent le stage de surf pour le petit, ils ont le stage de surf. S'ils ont besoin des vélos parce que c'est trop encombrant à amener, je leur fais la location de vélos. Ouais, donc c'est réellement... C'est vraiment du service. Ce n'est pas uniquement de loger, de trouver un logement pour une famille pendant les vacances. C'est la loger, mais aussi l'accompagner pour que ces vacances soient le plus réussies. Alors justement, ces familles, qui sont-elles? Qui sont vos clients qui font appel à ces services précis? Alors, sur mon potentiel client, j'ai 30% d'étrangers, avec beaucoup d'Allemands et de Belges. J'adore travailler avec les Belges. Les Belges ont un petit peu la même philosophie que moi de la vie. Ils sont fidèles, les Belges? Ils sont fidèles, ils ont un art de vivre. J'aime beaucoup les Belges. Voilà. Après, le reste, c'est des Français, et avec une grande dominante de Parisiens. Hein, j'ai 50% de mes clients qui sont parisiens. Est-ce qu'il y a une grille de satisfaction client après un retour avec eux? Comment ça se passe dans le suivi après? Parce que vous parlez beaucoup d'accompagnement. Alors finalement, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, écoutez... dans l'immobilier et puis dans toutes les activités, on a tendance à dire on est les plus beaux, on est les plus forts. Mais en fait, qui c'est qui est capable de dire qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts? C'est les clients. Donc qui c'est qui doit nous juger? C'est les clients. Donc j'ai mis au point un système de certification qui n'est ni plus ni moins que le jugement de nos clients. Et à la fin du séjour, quand ils sont rentrés chez eux, ils reçoivent un questionnaire de l'agence qui est traité par une société indépendante, tout est clair, où ils leur demandent ce qu'ils ont ressenti et les critères de satisfaction qu'ils ont eu avec l'agence Land Océan. Et ça me donne une notation. Et donc vous avez un suivi comme ça? Et j'ai un suivi de tous mes clients comme ça. Et donc c'est un petit peu le même principe que e-booking avec le système d'étoiles. Et le système des étoiles me suit tout le temps sur mon réseau social Facebook, sur mes sites internet, sur toutes mes publications. Et en plus, vous avez tous les avis clients. Les bons, les moins bons et les mauvais. Voilà. Enfin, dernière question, est-ce que le fait d'être affilié à la FNAIM, c'est un gage de reconnaissance? Franchement, oui, parce que la FNAIM est considérée, alors à tort ou à raison, mais je pense que c'est justifié, comme un label de qualité. Les agents immobiliers qui adhèrent à la FNAIM
sont reconnus comme des professionnels sérieux. Parce que ce n'est pas un réseau, ce n'est pas une franchise, c'est une organisation syndicale. Et c'est une organisation syndicale qui a mis en place de la formation obligatoire, un code d'éthique et de déontologie, un service qualité. Donc, lorsque nos clients, en plus de nous juger, ne sont pas contents, ils ont les moyens de le dire et de permettre à notre fédération de sanctionner ceux qui ne font pas le travail comme il doit être fait, et notamment en location vacances. Très bien, merci beaucoup Vincent Destruo d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. C'est un plaisir, vous revenez quand vous voulez. Bien, avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Guy Hockey Immobilier, 3e réseau d'agences immobilières franchisées en France, annonce l'ouverture de nouvelles agences. Une de nos équipes était sur place pour une présentation officielle. Laszlo Perolstein. Le réseau Guy Hockey affiche en 2011 une belle réussite. Sur près de 1080 contacts, 5% d'entre eux ont signé un contrat. La société compte à présent 500 agences et cabinets d'affaires. Le profil des nouveaux venus se distingue des années précédentes. On constate que le candidat à la franchise est en train d'évoluer. Il est un peu plus jeune qu'il y a quelques années en arrière et de plus en plus ils viennent du monde de l'immobilier. Donc tout ça fait qu'on a un nouveau profil de franchisé aujourd'hui. Essentiellement masculin, les candidats au réseau Guy Hockey viennent pour la plupart d'Île-de-France. Demande oblige. La crise les pousse à apporter plus de fonds personnels. Ainsi, la moitié d'entre eux prévoit entre 75 000 et 150 000 euros. Cela n'empêche pas les jeunes de postuler, intéressés par les différentes qualités du réseau. Un réseau à taille humaine, avec un savoir-faire, une méthode. Moi j'ai passé 2 mois de formation en tant que manager, directeur d'agence. Et ça, j'ai acquis des bases, une méthode qu'aujourd'hui on retranscrit à tous nos négociateurs. Ça nous a paru être vraiment le franchiseur le plus proche de nous. Les débuts de 2012 s'annoncent moroses avec 15% de baisse des ventes envisagées. Cela ne devrait pas nuire à l'extension du réseau. 150 nouvelles agences sont d'ailleurs prévues pour juin. Allez, on poursuit avec une bonne nouvelle pour vous, mesdames. Vous vous souvenez très certainement de la Samaritaine qui avait fermé ses portes en 2005 pour des raisons de sécurité. Eh bien, figurez-vous qu'elle pourrait revivre une nouvelle jeunesse. Les détails avec Lies Souhou et Constance Pellegrin. C'est une figure emblématique du 1er arrondissement, rue de Rivoli, la Samaritaine qui a fermé ses portes en 2005, compte réouvrir en 2014 sous un nouveau jour. Alors que pensez-vous de ce nouveau projet? Nous sommes allés vous poser la question. Eh bien, c'est fort dommage que ça ait fermé parce que c'était un beau magasin et il n'y a rien qui l'a remplacé. Et, les habitants du quartier ont perdu leur grand magasin de proximité. Et là, je pense que c'est du gros business. Voilà. La Samaritaine, depuis qu'elle a fermé, le quartier a perdu son âme du coup. Le groupe LVMH, propriétaire des lieux, prévoit une rénovation des locaux de l'établissement parisien pour élargir les activités commerciales à d'autres secteurs. Un concept architectural rehaussé de 6 mètres sur la rue de Rivoli. Moins d'espace donc pour les commerces, avec 24 000 m² contre 30 000 auparavant. La Samaritaine comptera également 20 000 m² de bureaux, 7 000 m² de logements sociaux, une crèche et un hôtel de luxe. Le projet de la future Samaritaine crée bien des désaccords, des riverains mécontents se font entendre à travers plusieurs associations. Elisabeth Bourguina, secrétaire de l'association Accomplir, dénonce certaines pratiques de construction du projet. On n'est pas contre l'ensemble du projet, il faut évidemment qu'il se fasse quelque chose à la Samaritaine. Simplement, on est contre la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire une fermeture qui date maintenant de 6 ans, donc aucun projet qui était prévu avant de fermer la Samaritaine. Et donc c'est cet arrangement entre la Samaritaine, enfin LVMH et la mairie de Paris, qui risque de donner des idées à beaucoup d'autres promoteurs dans Paris et de conduire à défigurer le paysage parisien qui plaît tellement aux touristes. C'est ça qui nous déplaît profondément. Le lancement du chantier de ce projet polémique est prévu en juillet 2012 pour une durée de 2 ans, mais la nostalgie pour cette enseigne emblématique n'est pas près de s'éteindre. Le salon Maison et Objets s'est déroulé du 20 au 24 janvier avec des stands où la décoration côtoie l'art de vivre. C'était bien évidemment aussi l'occasion pour tous les professionnels de s'imprégner des nouvelles tendances printemps-été 2012. Et justement, une professionnelle, j'en ai une sur ce plateau. Vous la connaissez, c'est un plaisir de l'avoir à mes côtés comme chaque semaine. Clotilde, alors forcément, vous y étiez
Alors, bien sûr comment qu'on y était. Ah, on s'est baladé partout, on a tout vu, c'était assez sympa. On a vu des objets du luxe du quotidien comme des chandeliers, alors qu'on peut un peu retrouver partout dans la maison. Et c'était une grosse tendance, hein, le luxe cette année au salon. Le luxe plus ou moins ostentatoire, dans la maison, dans le jardin. Peut-être, hein, pour oublier la crise, hein, qui sait. Peut-être que ça joue. Et puis du cuir. Hein. Alors là, du cuir, on en a retrouvé partout. C'est ce que vous avez noté, ouais. Voilà, dans la chambre et même sur ce vélo, vous voyez, c'est sur les lampes. Ouais, c'est insolite. On avait partout. On a vu aussi du cuir ludique. Et pourquoi pas, chez Intérieur Déco, comme ce canapé voilà, qui ressemble un peu à une tablette de chocolat. Très sympa, mais c'est fun, c'est marrant. C'est fun. Alors encore plus fun, ce sont les objets surdimensionnés. Alors c'est l'agence Bullenstein, c'est une agence allemande, de design allemande. Des fruits taille XXL, vous voyez, des citrons, des cerises, des pommes surtout. C'est coloré, c'est joyeux et c'est pour le jardin et pour l'intérieur. Ça avait beaucoup de succès. Ah ouais, surtout auprès des Italiens. Donc ça, c'est une vraie innovation parce qu'on parle souvent d'innovation dans ce genre de salon puisque c'est l'occasion de mettre en avant des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah bah les nouvelles tendances, ça passe évidemment par l'innovation. Alors on a remarqué pas mal de nouveautés aussi dans l'utilisation des matières. Alors comme sur ce stand Labo Matériaux, le bois qui se fait flexible et presque souple, c'est assez étrange hein, comme sensation. C'est le matériau du futur ou... Ah, on ne sait pas. En tout cas, ce sont des pastilles de bois collées sur du textile. C'est pour ça qu'on a une impression étrange à la fois de dureté et de souplesse. Mais alors, ce qu'on a remarqué aussi, c'est du cuir pour changer. Encore du cuir, je vous l'avais dit, encore du cuir, toujours du cuir. Alors, cette fois-ci, à l'apparence de tapis, presque, vous voyez. En fait, il s'agit de cuir frangé. Puis, cocorico, c'est français. C'est sympa. Bah, ça fait marcher l'industrie, c'est pas mal, effectivement. Et alors, un dernier petit coup de cœur. Un peu dérangeant, vous me l'avez confié en coulisses tout à l'heure, c'est ce qui vous a marqué vraiment. Ça donne une vraiment. impression très très étrange. Ça vous a fait peur ou pas? Il plongeait un peu dans le noir, donc c'est signé Déconin Collection, ils sont belges et ça nous rappelle un peu les mains, vous voyez, de la plasticienne Louise Bourgeois qu'elle a créée, qu'on retrouve au Jardin des Tuileries. Voilà, donc ça donne une impression assez étrange. Alors au Salon Maison Objet, ce sont carrément des morceaux de corps, donc des têtes, des mains, des pieds, qui sont voilà, des morceaux de corps humains qui sont reconstitués et qui donnent l'impression voilà, d'un homme assis mais sans certaines parties. C'est assez... Dans le noir, ça donne une impression vraiment étrange. Mais bon ou mauvais goût ou pas, vous qui avez vu commencer? Parce que sur les photos, là, disons que si on se lève en pleine nuit dans sa maison et qu'on voit ça, ça doit avoir un côté effrayant. Mais après, c'est très original, alors ça on peut pas dire très original. Les Belges sont toujours surprenants et pas à l'abri de faire de mauvaises rencontres, effectivement. Merci beaucoup, Clotilde. Je ne relèverai pas sur mon nom de famille. On ne saura pas pourquoi. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Nouveau thème. Merci, Clotilde. Allez, on commence ce journal avec une statistique. 2/3 des transactions immobilières sont réalisées par l'intermédiaire de professionnels de l'immobilier. Alors une question simple se pose, les Français peuvent-ils se passer des agences immobilières? Élément de réponse avec Loïc Signor. Vendre son bien immobilier au prix fort sans passer par une agence, c'est aujourd'hui le souhait de la majorité des Français qui réalisent une transaction immobilière. 5% d'entre eux y parviennent, 68% préfèrent la méthode traditionnelle. Et vous, quelle méthode adoptez-vous? C'est plus facile de le faire avec un agent. Hein. Je préfère passer par une agence. Particulier à particulier. Je pense qu'aujourd'hui on passe pas forcément par une seule filière. Notaire ou agence immobilière? Oui, oui les notaires, oui, mais plutôt par agence parce que bon c'est plus rassurant. Ça vaut le coup de passer d'être de particulier à particulier. Je n'ai pas d'a priori négatif sur une agence. Il suffit de les mettre en concurrence. En passant par une agence, c'est peut-être aussi plus sûr. Oui, j'attends un conseil professionnel d'une agence. Ouais. Ils rentrent dans une agence et puis on leur demande s'ils ont ce qu'on recherche. Moi je connais pas d'autres, comme je vous dis, j'ai pas d'autres moyens que les agences, enfin c'est ce qui me semble le plus commun quoi, donc après... Oui, pour une agence immobilière et puis peut-être en parallèle particulier à particulier. Ouais. Alors vous l'avez constaté, les agences immobilières restent le moyen privilégié pour effectuer une transaction, bien plus que de passer par un particulier ou un notaire. Aujourd'hui, on va faire marcher la concurrence parce que la méfiance reste de mise. Il est temps pour les agences de se renouveler avec ce genre de vitrine interactive qui nous permet de choisir un bien immobilier en toute tranquillité. Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique. Il est à mes côtés encore cette semaine et c'est un plaisir de le recevoir. Il s'agit de notre notaire, Maître Adler. Bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être avec nous. Je t'en prie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, le compromis et les promesses de vente. Alors c'est vrai que c'est un petit peu complexe quand on en parle comme ça. Alors pour simplifier les choses, première question, qu'est-ce qu'une promesse de vente? Qu'est-ce qu'un compromis? Alors, de manière générique, en fait, on parle d'avant-contrat, puisque c'est avant la vente. Hein. On a les deux grands types d'avant-contrat, le compromis de vente, la promesse unilatérale de vente. Alors le compromis de vente, on va appeler ça une promesse synallagmatique de vente. Voilà, oui, voilà. Alors ça veut dire quoi? C'est tout simple.
Promesse synagmatique, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui promettent quelque chose. Il y a le promettant qui vous promet de vendre, et puis il y a l'acquéreur qui vous promet d'acheter. Voilà. Aux charges et conditions qu'on va arrêter. Voilà. En fait, dans le Code civil, d'ailleurs, il y a un article qui dit la promesse de vente vaut vente. Pourquoi? Parce qu'on est déjà d'accord sur la chose et sur le prix, et dès lors que toutes les conditions sont réalisées, la vente est parfaite. Voilà. Ça, c'est la promesse synagmatique de vente. La plupart des intermédiaires, quand ils font signer des avant-contrats, c'est ce qu'ils font parce qu'ils sécurisent quoi? Non pas la vente, mais leur commission. La promesse unilatérale de vente. Il y a des intermédiaires qui la font aussi. Hein. La promesse unilatérale de vente, là, on voit bien, c'est unilatéral. Il n'y a qu'une seule personne qui s'engage, véritablement. Ce n'est pas tout à fait exact, vous allez voir pourquoi. Promesse unilatérale de vente, le promettant s'engage à vendre, de manière irrévocable. Il ne peut pas changer d'avis, il ne peut pas se rétracter. Mais le bénéficiaire de cet avant-contrat, lui, il accepte la promesse en tant que promesse. Il dit « merci de me faire la promesse », en gros. Je l'entends. Voilà. Je l'entends, je l'accepte et je vais réfléchir. Voilà. Alors, je ne réfléchis pas vraiment, hein, parce que je vais verser ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation. Je vais faire un chèque, en général, de 10%. Pour garder cette proposition. Pour dire, voilà, en contrepartie de votre engagement, moi aussi, je vous dépose, je suis sérieux, je vous dépose un chèque qui va être encaissé et qui va être séquestré sur un compte. Hein. Et si toutes les conditions suspensives sont réalisées, et finalement, je décide de ne pas acheter, ça s'appelle un caprice, hein, on est d'accord? Mon cher caprice, parce que ça va me coûter 10%. Je n'aurais pas levé l'option. Voilà. Dans l'autre hypothèse, on pourrait dire, ben oui, mais on peut faire à peu près la même chose dans la promesse synagmatique. Ah oui, sauf que j'ai déjà dit que j'achetais. Dans l'autre hypothèse, je n'ai pas dit que j'achetais. Donc il y en a un, c'est un engagement. Il y en a un qui a quelque chose de beaucoup plus ferme, alors que l'autre, il y a un peu plus de liberté. Mais un peu plus de liberté, il ne faut pas croire que c'est un peu plus de liberté uniquement pour l'acquéreur. Parce que pour le vendeur, passer le délai qu'on aura indiqué dans la promesse de vente pour que l'acquéreur dise « j'achète ». Si l'acquéreur n'a rien dit, le vendeur récupère sa pleine et entière liberté. Voilà. Donc la souplesse, un peu plus souple sur la promesse unilatérale de vente, beaucoup plus figée sur la promesse synagmatique. Voilà. Est-ce que ces deux documents, si alors on peut trouver un point commun, est-ce qu'ils doivent être signés tous les deux par un notaire ou pas? Est-ce qu'ils ont au moins cette similitude-là? Les deux peuvent être signés par un notaire, bien sûr, il n'y a aucun problème. Les deux peuvent être des actes authentiques sans aucun problème. On en rédige tous les jours. À mon sens, dans le cadre d'une vente immobilière, l'avant-contrat est le contrat le plus important. Je dirais presque que c'est celui-là où il faut aller voir le notaire pour avoir tous les renseignements, tous les conseils adéquats sur l'opération, en fonction de qu'est-ce que je vais en faire, pourquoi j'achète, qu'est-ce que je vais en faire, est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose qu'on m'a dissimulé. Le notaire va faire un travail en amont sur cet avant-contrat et va bien expliquer le processus. Il va encadrer toute l'opération. Il va encadrer et puis c'est véritablement, c'est pas une baguette de pain que vous allez acheter. La digestion peut être un peu lourde. Hein. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir et là le conseil est vraiment donné. Si on parle justement de réflexion, est-ce qu'il y a un délai de rétractation pour les acquéreurs? Oui, dans les deux cas d'ailleurs, hein. Que ce soit la promesse synagmatique ou la promesse unilatérale de vente, vous avez un délai de réflexion ou un délai de rétractation. Il est de quelle durée? 7 jours. 7 jours. 7 jours à compter de la première notification. Hein, et celle-ci, effectivement, quel que soit le type de contrat. Ça, c'est d'ordre public, on ne peut pas s'exonérer de ça. Donc, à la limite, pas de panique quelque part. On a encore 7 jours après avoir signé cet avant-contrat pour dire bah, je change d'avis et j'ai aucune sanction. Hein. On me redonne le chèque que j'ai fait et je ne dois pas avoir payé de frais. Donc là-dessus, au contraire, c'est véritable. On est vraiment dans un processus de protection du consommateur. L'acquéreur immobilier est aujourd'hui traité comme un consommateur. Enfin, dernière question, maître, dans le compromis de vente ou la promesse, est-ce qu'il y a une différence selon si on se trouve plus dans le neuf ou dans l'ancien? Oui, alors ce n'est pas le même type de contrat. D'ailleurs, sur la vente neuf, on parle de contrat de réservation. Hein. Pourquoi? Parce que ça doit répondre à tout un tas de points législatifs. C'est-à-dire que la loi est intervenue dans la vente du neuf pour dire telle clause doit être. Par exemple, vous avez l'échelle des prix. Ça doit être respecté. Vous ne pouvez pas payer plus que tant que vous n'êtes pas à un certain stade de construction. Vous ne pouvez pas verser plus que telle somme. Tout ça est arrêté. Et tout ça est véritablement, je dirais, il y a un véritable calendrier. C'est pour ça que, d'un côté, on a un contrat de réservation pour le neuf qui est bien plus réglementé.
Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ce qu'on achète. On achète sur des plans. Et donc, du coup, le législateur est intervenu pour limiter les risques de l'acquéreur. Très bien, merci beaucoup Maître Adler d'être venu sur notre plateau pour toutes ces explications. Ça fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Avant de se quitter, les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique Imovip. François Pinault serait propriétaire d'une villa historique à Dinard. Le richissime président du groupe PPR aurait fait l'acquisition d'une des plus belles maisons de la station balnéaire. La luxueuse demeure située en front de mer aurait coûté la coquette somme de 10 millions d'euros. Très bien située dans le très chic quartier de la Malouine, elle posséderait un bassin privé ainsi qu'un jardin. Alors on ne sait pas si le milliardaire qui possède déjà une autre maison à Dinard envisage de s'y installer à l'année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce petit coin de Bretagne, les biens de luxe ne manquent pas. L'été dernier, par exemple, 2 autres maisons avaient déjà été acquises par des particuliers pour près de 5 millions d'euros. Voilà, c'est la fin de votre best-of. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau JT immobilier. Restez connectés. Très bon week-end à tous.